On poursuit avec la deuxième opposition. Monsieur le député de Saint-Henri-Sainte-Anne, vous avez 14 minutes 49 secondes. Merci, M. le Président. Madame la ministre, je ne reviendrai pas sur l'ensemble des éléments de l'automne passé, de la saga de la loi 2 quand même, mais les constats par contre, puis les bilans, ça, j'aimerais ça qu'on en discute un petit peu. Moi, j'ai accompagné un membre de la famille la semaine passée dans un centre hospitalier, puis on ne voyait pas le même médecin que d'habitude, puis j'ai posé la question à savoir où était le médecin habituel, puis on m'a répondu « Ah, ça, c'est une loi 2 ». On m'a répondu ça en comme toute normalité. C'est ce que le médecin m'a dit, là, je vous cite textuellement, c'était moi qui ai entendu ça. On m'a dit ça comme si c'était normal, comme si c'était, je dirais pas banal parce que c'est dramatique, là, mais c'était connu dans le jargon, c'est quoi une loi 2? J'ai posé la question, ça veut dire quoi ça, une loi 2? Et on m'a dit ça, c'est quelqu'un qui est parti à la retraite de manière anticipée parce qu'ils n'avaient pas du tout apprécié les commentaires, on ne reviendra pas là-dessus, mais la posture de l'automne dernier. Fait qu'évidemment, moi, cette normalisation-là de ce qui était une loi 2, ça m'a évidemment choqué, là. Mais je me demandais si vous l'aviez finalement calculé, compté, combien de médecins le Québec a perdu dans cet épisode-là, si vous l'aviez la donnée. Oui. Bien, écoutez, je n'ai pas la donnée sous les yeux, mais cette donnée-là, elle est accessible, là. Alors, si les équipes du ministère me trouvent la donnée, je pourrais vous la transmettre dans les prochaines minutes. Mais, vous savez, la loi 2, c'est vrai que ça a été un automne difficile. J'en conviens tout à fait. Je ne veux pas revenir sur le passé. On a réécrit cette loi-là et j'ai fait adopter une nouvelle loi l'hiver dernier, notamment, Dr Bergeron était aussi du côté ministériel, m'accompagnait à ce niveau-là. Et la loi qu'on a adoptée reflète l'entente avec la FMOQ, entente qui a été vraiment adoptée, entérinée par tous les membres médecins de la FMOQ, membres de la FMOQ, le 19 décembre dernier. Alors donc, cette entente, elle est une bonne entente. Merci, puis on Madame la renoue ministre. la communication avec les médecins, puis je ne peux Merci, pas revenir sur le passé. Merci, Madame la ministre. J'essaie toujours d'équilibrer le temps. Monsieur le député, allez-y. Est-ce qu'on a la donnée? Est-ce qu'elle est disponible? Sinon, on la prend en suspens. Vous me revenez avec ça tantôt? On pourrait vous revenir, là, parce Parfait. que j'ai un ordre de grandeur, mais je ne veux pas vous donner Parfait. un chiffre approximatif, Si on peut mais l'avoir, on a les données. Ventiler spécialiste Omni, ce serait apprécié. Parfait. On a, mais Merci. la loi 2 visait davantage Oui. les médecins de famille qui se sentaient davantage visés, disons, par la loi 2. On va dire On a ça des comme départs des deux côtés, mais je vous reviendrai avec les... Oui, mais c'est pas ça la question précise. J'aimerais ça qu'on prenne quelques instants pour revenir sur, Madame la ministre, les prochaines étapes de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Là. Il y a eu une annonce. Là, on est toujours en attente des dépôts et des publications, des appels et des appels d'offres en vue d'avancer vers des plans de vie. Est-ce qu'on a une date, là? Est-ce qu'on sait quand est-ce que tout ça va sortir puis qu'il y a des gens qui vont pouvoir commencer à soumissionner? Oui, mais alors, écoutez, vous savez qu'on a fait une bonne annonce là, de 700 millions là, pour débuter les chantiers. Quand on a fait l'annonce, il y a quelques semaines, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont devait rapidement compléter les devis d'appel d'offres. Alors, on me confirmait que ça devait être au printemps. Alors, c'est important. Ça vise essentiellement ce 700 millions de dollars-là, l'achat de terrain, l'aménagement du site principal, la construction d'un stationnement là, semi-enfoui, un tunnel pour relier le futur bâtiment au bâtiment existant. Puis, on leur donnait aussi une autorisation dans ce 700 millions de continuer, d'accélérer les travaux de planification. Alors, donc, sur votre question par rapport au devis et à l'appel d'offres, si vous permettez, je laisserai Santé Québec, là, parce qu'à partir du moment où on fait les annonces pour les infrastructures, bien, c'est l'employeur là, qui travaille sur les appels d'offres. Là. Comme ministre, je ne me mêle pas des appels d'offres. Je veux respecter là, la loi sur l'octroi des contrats, mais il devait, c'est ce qui avait été vraiment mentionné, c'est qu'il devait rapidement procéder
à leur appel d'offres pour débuter les travaux à la fin de l'été. Donc, appel d'offres au printemps, puis Parfait. appel d'offres réalisé, puis début des travaux. C'était vraiment ça. Si on peut avoir la réponse, je suis prêt à effectivement laisser Santé Québec, mais on parle d'une date. Là, je m'attends à une réponse C'est d'une date. Mme Biron qui va répondre? S'il vous plaît. Mme Biron, la parole est à Consentement. vous. On l'avait déjà. Parfait. Avec une date. Bien, écoutez, il y a des actions à venir là, spécifiquement pour HMR, mais là, je ne peux pas vous dire exactement à quelle date que les prochaines étapes vont être faites, mais c'est prochainement. Effectivement, on parle d'1 mois, de 6 mois, de 4 mois. Comme vous savez, hein, le projet d'HMR, c'est un projet extrêmement important pour la population de l'Est de Montréal. Les équipes sont très affairées et on est dans les prochaines étapes là, pour déposer ça. Vous avez raison, c'est important. C'est pour ça qu'on s'attend à une date approximative. Êtes-vous capable de me dire au 31 juin, 31 juillet? Ouais, je pense qu'on pourrait vous revenir bientôt sur plus de Ça précisions. aussi, dans le deuxième bloc, vous allez pouvoir nous donner une date. Merci beaucoup. Je note un deuxième engagement. C'est bon, parfait. Merci beaucoup, Mme Biron, merci. Prochaine question, Mme la ministre. Vous avez été quand même interpellée, puis moi aussi, j'ai beaucoup été interpellé sur la question de la grève des ambulanciers paramédicaux. C'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup parce que moi, je les ai rencontrés puis j'ai senti quand même beaucoup de détresse. Il y avait de la colère, là, mais il y avait beaucoup de détresse. Et ce sont des gens qui se battent pour sauver des vies au quotidien. Là. Ce sont des gens qui vivent des conditions de travail qui ne sont pas simples, qui sont souvent les premiers témoins de situations souvent difficiles à gérer. Et là, vous le savez, ils sont sans convention collective depuis 2023. Récemment, vous avez été contacté par les médias à ce sujet, puis vous avez dit, là, j'ai pas l'intention de me mêler des négociations, sauf que là, ça peut pas durer non plus éternellement. Là, j'imagine que vous avez quand même la possibilité de... Parce que tout ça part de Québec, finalement, tout ça part de votre gouvernement. C'est quoi vos intentions là-dessus? Puis quand est-ce qu'on arrive à des négociations fructueuses qui nous permettent d'accorder toute leur dignité à ces employés-là extraordinaires? Bien, d'abord, je veux quand même vous dire que je considère la situation très sérieuse, là. Et naturellement, je ne veux pas interférer dans la négociation qui est en cours. Là. Ce n'est pas mon rôle. Puis j'ai même mentionné, parce que moi aussi, j'ai rencontré plusieurs paramédics. Quand je vais à différents événements, quand ils sont présents, je vais à leur rencontre. Alors, pour les saluer, c'est pas une question de négocier, c'est plus une question de prendre contact avec eux. Et on a hâte que ça soit réglé. En janvier dernier... On veut que ça se règle le plus rapidement possible. Il y a toujours deux côtés à une négociation, parce que tantôt vous disiez c'est votre gouvernement, mais il y a toujours deux côtés. C'est sûr. Et on a besoin de tous nos travailleurs de la santé dans le réseau de la santé. Alors, y compris nos paramédics qui font être... Merci, Mme la ministre. Monsieur Puis Lancé. on a Quand c'était les discussions avec la FMSQ et avec la FMOQ, pourtant, votre ministère était bien engagé, votre prédécesseur était à la table de discussion. Comment ça se fait que pour les médecins, pour la FMOQ, pour la FMSQ, c'était possible là, d'être partie prenante en tant que ministre de la Santé à l'époque, mais que là, c'est pas possible. Là. Vous dites, ça, c'est au Trésor. J'ai de la misère, moi, à comprendre la question de leadership. Moi, je rencontre des gens qui vous voient, vous, comme leur ministre, puis qui s'attendent à du leadership et à une implication de votre part. Radio-Canada, là, vous surnommez la pompière du réseau dans un article à la fin de l'année dernière. Ça serait le temps, là, dans un conflit de travail qui perdure, de jouer votre rôle. Écoutez, je vous le dis, c'est une situation qui me touche, qui me préoccupe. Je souhaite qu'on puisse avoir un dénouement. Je pense que là, je vous en dis déjà plus que ce que je devrais peut-être vous dire, mais je souhaite qu'on puisse régler ça, bien sûr. Des conflits qui s'étirent, c'est jamais bon. Maintenant, je vais laisser le comité de négo faire leur travail. Je veux quand même faire un message là, pour nos paramédics. Depuis 2022, c'est quand même 238 millions de dollars sur 5 ans qui ont été investis pour améliorer les services préhospitaliers au Québec, soit par de l'ajout d'heures de services, pour des ajouts de ressources ambulancières. Donc, pour améliorer les services préhospitaliers au Québec, notre gouvernement a quand même investi 238 millions sur 5 ans.
Alors, c'est important. On a eu des projets de paramédecine communautaire que je veux saluer, des projets exemplaires. On veut continuer de développer ça. Alors, maintenant, il y a une négo. Je ne peux pas rentrer dans les conditions de travail des paramédics. Mais je suis consciente que c'est... Merci, Madame la ministre. Monsieur Vous le député. m'avez dit, en citant exactement, je souhaite un dénouement. Vous m'avez dit, j'en dis plus que je devrais en dire. Je ne suis pas sûr de comprendre comment juste me dire que souhaiter un dénouement, c'est en dire plus que vous devriez en dire. Pouvez-vous juste préciser votre pensée? Bien, écoutez, vous savez, comme ministre, c'est pas nous qui faisons les négociations. Alors, je ne sais pas où ils en sont rendus dans les dernières heures. Alors, je souhaite juste qu'il y ait un dénouement. Je le répète, je ne peux pas aller plus loin que ça. Mais je souhaite qu'on puisse régler. C'est important. On a besoin de tous nos travailleurs de la santé qui soient en forme, énergiques et qui soient au rendez-vous. Puis on a plein de beaux projets pour la paramédecine communautaire, notamment. Ardemment, évidemment, nous aussi, Madame la ministre, j'espère vraiment, parce que la détresse, je l'ai entendue, je l'ai vécue. Je l'ai entendu aussi, puis ça va être ma dernière question de ce bloc-là, Madame la ministre, beaucoup de témoignages absolument bouleversants sur le dossier de la COVID longue. Vous avez été interpellé, vous aussi, là-dessus. Moi, j'ai parlé à des pères ou à des mères de famille là, dont le conjoint et la conjointe sont alités 20 heures par semaine, 20 heures par jour, pardon, 20 heures sur 24 dans le noir, là, à avoir absolument une limitation d'énergie qu'ils n'ont jamais vécue de leur vie. Ils ont à peu près 10 minutes de concentration. Là, il y a un père qui me témoignait que la mère de famille descend en bas de 10 minutes, parler à ses enfants par jour, puis elle remonte parce qu'elle est épuisée du 10 minutes. Il y a véritablement des drames humains qui se déroulent à travers le Québec sur la question de la COVID longue. Puis ces gens-là, ils nous écoutent. Et je les sais particulièrement inquiets là, par les annonces de fin d'enveloppe. Il y avait des cliniques fermes un petit peu partout. Il y a des patients sur la liste d'attente qui n'ont pas vraiment d'avenue pour eux autres. Je veux dire, là, vous avez la chance de parler directement à eux. Là. Ils vous écoutent. Je sais qu'ils sont nombreux à nous écouter. Je vous dirais même qu'il y a une mère de famille qui m'a témoigné qu'elle a 35-36 ans. Là, elle et son conjoint parlent de l'aide médicale à mourir parce qu'elle n'en peut plus. Là. Donc, vous avez certainement un message d'espoir pour ces familles-là. Madame la ministre, je ne peux pas croire qu'on va les laisser comme ça. Oui, en fait, on le sait comment ça a été extrêmement difficile, là, la pandémie et en lien avec la COVID, puis notamment pour la COVID longue qui vient impacter là, la qualité de vie de façon importante là, des gens. Alors, excusez-moi. OK. Alors, on a tout un programme au Québec qu'on a mis ensemble, là, c'est en lien avec la maladie de Lyme et la COVID-19. Alors, puis on le sait que, puis parce que ce sont des symptômes, souvent, là, que dans le jargon médical, on va parler de symptômes post-infectieux, donc avec toutes sortes de manifestations là, qui peuvent vraiment, venir faire en sorte que les personnes là, perdent leur autonomie, leur capacité, peuvent être très, très, très malades. Alors, donc, il y a quand même tout un programme, je vais l'appeler programme, là, en lien avec les maladies de Lyme et la COVID-19 pour des personnes qui ont des symptômes variés, complexes et étendus, post-infectieux. L'INSPQ a fait des enquêtes à ce sujet-là, autant sur la maladie de Lyme, là, ça revient là, parce que l'on est en période estivale, que sur la COVID longue. Alors, il y a de l'accompagnement qui est offert aux personnes qui ont ces maladies. Ça demande souvent des grandes équipes là, interdisciplinaires. C'est un budget de 5,9 millions qui a été transféré à Santé Québec au 1er avril 25, qui a été intégré là, au budget des établissements. Donc, pour continuer puis mettre en place là, des suivis interdisciplinaires. Mais il faut voir que plus on s'étend dans le temps, merci, moins il y a de situations. Fait que c'est fort heureux pour ça, Monsieur mais il y a quand même un financement. 40 secondes. Ce que j'entends, puisque le terrain nous dit au contraire, là, c'est qu'il y a des cliniques qui ferment alors qu'il y a des patients sur la liste d'attente. Et je cite un témoignage, il y avait des cliniques qui étaient ouvertes. Plusieurs d'entre elles ont fermé. Les infectiologues qui nous voyaient se comptent sur les doigts d'une main. Puis des fois, ça prend des mois, voire des années avant de pouvoir prendre un rendez-vous. Moi, j'ai des détresses extraordinaires de familles qui ne savent plus quoi faire. Donc, je vous invite vraiment à vous pencher de manière sérieuse parce que des détresses, il y en a
plus puis un autre, puis c'est pas vrai que c'est fini cette affaire-là. Là. Ça continue grandement, puis les gens ont beaucoup, beaucoup de détresse à la maison. Ça va? Parfait. Merci. Ça met fin à ce bloc d'échange avec le député de Saint-Henri-Saint-Anne.